des images les plus répandues de l'Afrique dans l'histoire et dans l'inconscient de millions de personnes, y compris d'une bonne proportion d'Africains, c'est celle d'un continent passif, réceptacle d'influence, plutôt que source de changement. Certains n'ont pas craint d'offenser à la fois les femmes et l'Afrique en allant jusqu'à appeler cette dernière le continent femme. On est alors loin, si loin, de la féminisation positive de l'Afrique par Senghor. Une Afrique présentée comme passive et illégitime par opposition à d'autres continents plus actifs et plus conquérants, pour ne pas dire plus envahissants. Mais au-delà des habituels exemples d'Africains illustres dans l'histoire du monde, y a-t-il eu des changements majeurs impactant plus largement le reste du monde, initiés par et en Afrique? Si cette question vous taraude, alors ce périple en Sankofa vous plaira, un périple en 3 volets sur ce que l'Occident doit à l'Afrique et à ses enfants. Bonjour et bienvenue dans ce premier volet sur comment l'Afrique a rendu l'Europe plus moderne. Éphéméride africaine, pas mon papa. Pour commencer, le Sankofa se pose en Algérie, un jour de 1958 qui voit des affrontements de la guerre d'indépendance avec d'un côté les nationalistes du Front National de Libération et de l'autre côté l'armée française chargée de remettre de l'ordre à tout prix depuis ce jour de 1945 qui a vu tomber le jeune Bouzid Sahas, drapeau des nationalistes à la main, juste avant que le général Martin fasse tirer 800 coups de canon sur la seule ville de Sétif, faisant trembler, dit-on, même les morts. Et là on se dit, c'est normal, les Algériens se battent pour leur liberté. Mais on aurait tort de le dire, car l'enjeu de cette guerre, au-delà de l'Algérie, était aussi l'avenir de l'Europe, et voici pourquoi. 1958, le conflit algérien met la 4e République française à rude épreuve. La France se déchire et est près d'imploser dans la guerre civile. Un seul homme est perçu comme solution ultime pour pacifier le pays. C'est le général de Gaulle. Il rentre à Paris, il exige une nouvelle constitution qui crée la 5e République française, encore en place à ce jour. Sa vision de la grandeur de la France entraîna une redéfinition du rôle de la France dans l'OTAN et la suppression des bases militaires des États-Unis en France. Et puis son entente avec le chancelier allemand sera le moteur de la création de l'Union européenne. Alors question, que serait devenue la France si l'Algérie, par sa lutte, n'avait pas abattu la 4e République? Et puisqu'on parle de l'Union européenne, posons-nous un instant en Sankofa dans un autre pays d'Europe, le Portugal. Comme en Algérie, ce sont les luttes de libération des colonies portugaises, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert et Sao Tomé et Principe, qui ont créé les tensions politiques à Lisbonne. Ces tensions qui ont fini en coup d'état militaire en avril 1974, faisant tomber le dictateur Salazar, et avec lui, l'ère du fascisme dans l'histoire du Portugal moderne. Et oui, les Portugais doivent bien aux Africains l'avènement de la démocratie et de la modernisation politique de leur pays. En somme, les combats menés par les nationalistes africains pour la libération de leur propre pays ont forcé des changements politiques et sociétaux majeurs en France, au Portugal, et c'est l'Europe entière qui s'en trouve à réhumaniser. Et cette réhumanisation s'est faite aussi sur un aspect souvent négligé, la question du racisme et de sa définition éthique au sein du système mondial. Plus que toute autre région du monde, l'Afrique a contribué à faire du racisme une question de conscience internationale. C'est sous la pression des États africains qu'il est devenu de moins en moins possible à l'Afrique du Sud de prétendre que l'apartheid était une question relevant de son système juridique national. L'Afrique a ainsi permis d'internationaliser et d'institutionnaliser la lutte contre le racisme, amorçant de fait, via les afro-descendants du monde, notamment aux États-Unis, la transformation des relations raciales sur le continent américain. Et justement, pour transformer les relations raciales, il a fallu déjà dépouiller le colonialisme de sa légitimité au regard de la conscience morale internationale et au regard du droit des personnes. Parce que pendant des siècles, le droit international a justifié, reconnu et légitimé qu'une puissance européenne colonise et soumette à sa loi une société non occidentale. Mais après tout, le droit international n'était-il pas lui-même l'enfant de l'histoire diplomatique et de l'art de gouverner des États européens? Il ne pouvait donc être imprégné des présomptions, préjugés, valeurs et normes des Européens. Il a donc fallu les luttes conjointes des peuples africains et asiatiques pour que soient remises en question certaines de ces prémices arrogantes et ethnocentriques du droit dit international. En d'autres mots,
S'il était injuste que l'Allemagne hitlérienne occupât la Pologne ou la Belgique, comment pouvait-on justifier l'occupation de la vallée du Nil par la Grande-Bretagne ? En résumé, l'Afrique et l'Asie ont poussé à la révision des règles de conduite internationales intervenues dans la seconde moitié du XXe siècle. L'Occident a ainsi été forcé à se réhumaniser par un continent à qui il avait dénié toute humanité pour mieux justifier son asservissement et sa mise en esclavage. Mon cliché africain du jour est un mot, un vocable, un mythe qui s'appelle l'Occident. Ce vocable curieux devenu courant qui s'utilise presque par tous et dont j'ai fait mention moi-même à plusieurs reprises dans cet épisode. Si entendre ce mot ne vous a pas fait scier durant tout cet épisode, c'est que vous aussi, vous considérez ce mot comme le nom d'un espace géographique précis avec des frontières délimitées qui seraient l'origine, voire le lieu de résidence de la lumière et de la civilisation. Ce tour de magie dans l'histoire a donc bien fonctionné sur vous aussi. If you want to measure everything against the Western value system, that's what you are suggesting. And I'm suggesting that the Western system doesn't provide every solution to everything. Other people, other places, other countries have their value systems as well, and they are answerable to their own people. Et le mal est si profond qu'il faudrait une sorte de catharsis collective pour refaire prendre conscience aux gens, notamment aux Africains, que le mot Ouest ou Occident ne désigne pas la même partie du monde selon que l'on se trouve au Japon, au Pakistan ou à Cape Town. Ne pensez-vous pas que l'utilisation de ce mot Occident telle qu'elle est faite de nos jours n'est que la construction ultime de l'image d'un monde polarisé avec d'un côté les actifs et de l'autre côté les passifs, les réceptacles dont nous ferions joyeusement partie. Eh bien, pendant que vous y réfléchissez, moi je profite pour envoyer une dédicace très chaleureuse à deux grandes amies du podcast, soutien des premiers instants, de tous les instants, Madame Sayan et son fils Maki et Madame Bintaba. Voilà, passez une bonne semaine très active et à bientôt. Merci. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute.